Jacques Nikonov, point de vue sur croissance-décroissance. Bon, d'abord, le thème du débat cet après-midi, c'est une croissance dématérialisée est-elle possible? Bon, la réponse est non, c'est évident. Qui pourrait croire qu'une croissance dématérialisée serait possible? Je ne prends qu'un seul exemple, le logement. Une croissance dématérialisée signifierait qu'on ne construit plus de logements. Mais où iraient habiter les gens? Et je ne parle pas seulement des gens d'aujourd'hui, mais des futures générations. Donc, on a là un premier exemple d'un problème. Un deuxième exemple, c'est ceux qui croiraient qu'une croissance dématérialisée serait possible, seraient tenus d'avoir une certaine attitude vis-à-vis, pour rester dans le domaine du logement et du bâtiment, de l'industrie du bâtiment, d'avoir une attitude relativement hostile vis-à-vis de tout bâtiment, puisque un bâtiment, en soi, c'est un élément matériel, donc contestable par définition. Et celui qui veut le développement d'une croissance dématérialisée ne pourrait pas pénétrer dans un bâtiment, quel qu'il soit, sauf à trahir sa vocation, son orientation, et finalement être une sorte de collabo avec ceux qui auront érigé le bâtiment. Donc, je prends cet exemple pour montrer les contradictions absolument insurmontables dans lesquelles seraient pris ceux qui pourraient avoir cette illusion. Tout autre chose est ce qu'a dit Hervé Kempf, parce que Hervé Kempf ne dit pas qu'il faut une croissance dématérialisée, évidemment. Il dit qu'il faut réfléchir à des formes de, ce que j'ai compris, de dématérialisation d'un certain nombre de secteurs. Et en fait, tout le débat est là. Tout le débat est de savoir non pas s'il faut dématérialiser en soi, de manière indistincte, de manière abstraite, mais ce qu'il faut dématérialiser dans les activités économiques réelles. Tel est le véritable sujet, si on veut avancer. Alors nous, au MPEP, comme force politique, comme mouvement politique, notre façon de raisonner, de poser les problèmes, il y a peut-être deux indications que je veux rappeler ou évoquer rapidement pour montrer comment on raisonne, c'est-à-dire comment on essaie de traiter les problèmes, quelle est notre grille d'analyse finalement. Alors, deux aspects en particulier. Le premier, c'est la nécessité d'être concret. Contre la politique abstraite, on a assez donné avec la politique abstraite. Les slogans, les invocations, les vœux plus pieux les uns que les autres. Il faut être concret. Et pour être concret, nous pensons qu'il faut se placer du point de vue d'un gouvernement. Voilà. Que pourrait faire un gouvernement face à tel ou tel problème? C'est une bonne façon de répondre aux questions. Ce n'est pas la seule. Nous ne voulons pas enfermer tous les problèmes dans cette grille de lecture. Mais en tout cas, le fait de se dire, voilà, si nous, on était au gouvernement, si un tel ou un tel était ministre des Affaires sociales, ministre de l'économie, ministre de ceci ou de cela, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement pour faire avancer le problème? Ça aide en posant les problèmes comme ça. Mais ça ne veut pas dire que les autres manières de poser les problèmes, les manières abstraites, les manières utopiques, sont critiquables. Nous ne les critiquons pas. Elles alimentent cette réflexion. Mais au bout d'un moment, il faut bien être concret, parce qu'il faut prendre des décisions pratiques. Deuxième élément de notre grille de lecture, c'est la nécessité, qui est totalement liée à la première, c'est la nécessité d'articuler les différents échelons de règlement des problèmes, les lieux où l'on peut régler les problèmes. Quel que soit le problème, en général, on peut régler partiellement
le problème en question à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle continentale et à l'échelle internationale. Or, dans la vie politique, et particulièrement à gauche, puisque faisons partie de la gauche, il y a des échelons qui ont sauté. Par exemple, l'échelon national, pour certains, c'est un non-échelon. Il y a une focalisation négative sur l'échelon national au motif qu'il y aurait la mondialisation. Celle-ci aurait gommé l'échelon national. Et puis il y en a d'autres qui font l'inverse, qui surévaluent, surestiment tel ou tel échelon. On a entendu dire que l'échelon local était désormais le seul qui pouvait résoudre les problèmes. Et puis, à l'inverse, d'autres qui disent encore que c'est seulement à l'échelle internationale qu'on peut résoudre les problèmes. Non, il faut avoir une attitude dialectique, systémique. C'est à l'ensemble de ces échelons qu'on peut résoudre les problèmes, parce qu'à chaque échelon, on peut résoudre une partie du problème. Et c'est en voyant le problème dans sa globalité, dans ses interconnexions, que l'on peut avoir le maximum de chance. Et donc, l'échelon national fait partie des différents échelons auxquels on peut régler les problèmes, certains problèmes. Alors, les enjeux de ces débats, pour nous, sont particulièrement importants. D'abord, évidemment, la question du changement climatique qui modifie la manière dont on doit mener le combat politique, la dégradation de l'environnement, qui est une deuxième chose qui s'ajoute à la première. Et puis, il y a dans la conjoncture, mais ça n'est déjà plus de la conjoncture, la crise du capitalisme néolibéral. Et donc, cet ensemble, ces enjeux, finalement, ces réalités, poussent à la nécessité de la réorganisation totale de la production. Voilà la conclusion à laquelle nous parvenons, comme d'autres, avec d'autres mots. Il faut aller vers une réorganisation totale des activités productives, en premier. Alors, je dis un mot par rapport au point de vue du MPEP avec les décroissants. Nous avons des points d'accord et des points de désaccord. Alors, les points d'accord que nous avons avec les décroissants, c'est d'abord sur l'essentiel, le constat, l'analyse, qui est la nécessité de changer de modèle économique. D'un point de vue global, nous sommes d'accord, évidemment. Après, il faut regarder plus précisément sur quoi et comment ce modèle économique peut changer. Deuxième point d'accord, c'est la nécessité, ça a été dit à l'instant, de redéfinir les indicateurs économiques. Mais il n'y aurait pas de sens à modifier les indicateurs économiques sans avoir modifié préalablement la réalité économique. On ne va pas changer le thermomètre si on ne fait pas baisser la température. Donc il faut faire baisser la température et modifier le thermomètre. Troisième série d'accords, nous avons des accords, disons, plus programmatiques avec les décroissants, notamment le programme qui avait été lancé à un moment dans le débat politique. Par exemple, accord avec l'application des ordonnances de 1944 sur la presse, la loi Brichet, issue du programme du Conseil national de la résistance, accord sur la sortie progressive des énergies fossiles, accord sur la relocalisation progressive de l'économie, accord sur le démantèlement des firmes multinationales, pour ceux des décroissants qui vont jusque-là. Et puis également accord sur la mise sous tutelle, tutelle démocratique de la recherche. Bon, voilà une série d'accords qui nous paraissent tout à fait significatifs et qui peuvent permettre de nous engager dans des actions communes avec les décroissants. Mais il y a des désaccords et nous ne voulons pas les masquer parce qu'ils doivent faire l'objet du débat.
Alors, les désaccords, ils sont liés à la faiblesse, aux ambiguïtés et même au danger du concept même de décroissance. Alors d'abord, il y a une confusion sur le rôle de l'économie. Sortir de l'économie, ça n'a pas de sens, parce qu'il y a différentes économies. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que la décroissance, c'est une théorie économique, d'une certaine manière. La décroissance, finalement, ne met pas clairement en évidence les mécanismes politiques et économiques qui ont abouti à la situation actuelle. C'est un débat sur lequel nous voulons avancer. Il faut mettre en cause le capitalisme. Alors certes, il y a eu la période productiviste des pays qui se réclamaient à tort du socialisme, mais ils ne sont plus là. Reste le système capitaliste. Il faut le mettre en cause. Deuxièmement, l'opposition croissance-décroissance est un raccourci simplificateur. C'est trop simplifié. Ensuite, il y a quand même, avec la décroissance, une absence de perspective politique crédible. Il faut le reconnaître, parce que, d'abord, la question sociale n'est pas encore suffisamment présente dans le concept de décroissance, et on verra en conclusion l'importance fondamentale de cette question. Ensuite, il y a des valorisations, des formes de valorisation excessives des communautés traditionnelles du passé. Il y a quelque chose là qui peut paraître inquiétant, parfois, c'est à discuter, nous le mettons sur la table. Il y a une forme de naturalisation des rapports sociaux que nous souhaitons évoquer. Il y a aussi un repli sur des comportements individuels, un enfermement même, parfois, dans certaines conceptions, dans certaines expressions. La stratégie du mot obus, cher à Paul Ariès, comporte le risque de l'isolement politique. Et il faut tout faire pour éviter l'isolement. Attention au côté romantique qui est plaisant, mais à l'efficacité pédagogique sur la population. Risque d'isolement politique. Et puis, en dernier lieu, il y a une absence de sens pratique. Absence de sens pratique parce que la simplicité volontaire comme choix de vie délibéré n'est réservé qu'à une toute petite minorité. Ça ne peut pas être quelque chose qui soit repris en masse par la population. Également, une absence de modélisation et d'expérimentation qui affaiblit le concept. Et je termine en prenant un exemple là aussi évident. Quand il y a plus d'1 milliard d'habitants qui sont privés d'eau potable de qualité, on ne peut pas, évidemment, appliquer la décroissance. Il faut au contraire produire des millions de kilomètres de tuyaux, des millions de robinets, des pompes, des engins, sauf à expliquer clairement, à dire que ces gens n'auront pas d'eau et qu'ils n'auront pas de système d'assainissement. Donc, attention aux concepts trop globalisants qui deviennent contre-productifs. Alors, après avoir dit cela, nous souhaitons le débat. La preuve, c'est que nous débattons, carte sur table, pour essayer d'avancer et de trouver des convergences. Je termine avec 2-3 nécessités de notre point de vue pour essayer d'éclairer ce que nous entendons comme modification du mode de production. Modification profonde, transformation, révolution dans le mode de production, dans les activités productives. D'abord, il faut des mesures protectionnistes. C'est un gros mot à gauche. Certes, on entend parfois une critique du libre-échange. Bon, c'est bien. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut être concret. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses concrètement
Que va faire le prochain gouvernement de gauche quand il sera au pouvoir, s'il arrive au pouvoir? Oui, peut-être, ça arrivera un jour, en tout cas on se bat pour ça. Il fera quoi? Eh bien, nous pensons qu'il faut prendre des mesures protectionnistes, pas n'importe comment. Des mesures protectionnistes de caractère universaliste, reposant sur les principes de la charte de la Havane de 1948. Je passe le détail, vous pouvez aller sur le site internet du MPEP pour avoir quelques éléments d'information. Donc voilà un axe politique fondamental, parce que, évidemment, on ne peut pas continuer à avoir un discours sur ces questions sans réduire, et là, c'est une question de décroissance, on sera tout à fait d'accord, il faut faire décroître le commerce international. Voilà, décroître le commerce international. Parce qu'il y a les nuisances provoquées par les transports, et puis il y a les nuisances qui sont provoquées dans chaque pays par le fait que des productions qui pourraient être locales sont exportées, sont importées depuis des pays. Bon, bref. Donc là, il y a un axe politique sur lequel nous souhaitons des rassemblements, des initiatives concrètes au-delà des mots. Ensuite, il faut reconstruire un autre type d'alliance à l'échelle européenne. En sortant de l'Union européenne actuelle, il n'y a pas de possibilité de faire évoluer l'Union européenne vers une transformation du mode de production, une sortie du capitalisme et l'entrée dans un socialisme du XXIe siècle. L'Europe ne peut être finalement que socialiste. C'est l'Europe socialiste du XXIe siècle. Donc il y a un deuxième axe politique pour nous qui va conditionner avec la question du protectionnisme la possibilité de réduire le commerce international et de relocaliser les activités productives. Ça ne peut pas se faire avec l'Union européenne actuelle. Troisième réflexion pour aller dans ce but, il faut un plan de relance de transformation des activités productives à l'opposé de ce que vient de déclarer Sarkozy. On n'a pas le temps, peut-être dans le débat, je pourrais préciser. Quatrième et avant-dernier point, la question sociale. Nous préconisons un droit opposable à l'emploi. Pourquoi? Quel est le lien avec tout cela? Parce que c'est, je crois, vous l'avez dit tous les deux, Hervé Kempf et Paul Ariès, l'automobile, voilà, l'industrie automobile. Oui, on est d'accord là-dessus. On pense qu'il faut qu'il y ait une décroissance de la production de véhicules automobiles. Mais pour différentes raisons, et la raison principale qui est les nuisances sur les émanations de gaz à effet de serre. En tout cas, sous cette forme-là. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que d'autres types de véhicules automobiles ne seront pas possibles et dont le rôle sur l'empreinte écologique sera radicalement différent. Mais si on développe l'idée de faire décroître la production automobile comme ça a été dit, que fait-on des salariés? Où vont-ils être reconvertis? A-t-on l'espoir que ces salariés votent pour des partis proposant de telles mesures? Ils ne voteront jamais pour ces partis. C'est-à-dire que l'idée qui a un énorme potentiel restera isolée. Et ça n'avancera pas. Et donc, pour nous, il faut un bouclier social qui permette le droit opposable à l'emploi. Droit opposable à l'emploi, c'est comme le droit à la scolarité jusqu'à 16 ans. C'est pareil, c'est le même principe. L'enfant de moins de 16 ans qui n'est pas dans un établissement scolaire doit être dans un établissement scolaire. Et la puissance publique donnera les moyens pour réaliser le droit. C'est-à-dire qu'il faut inverser l'ordre des facteurs. C'est le droit qui va créer l'usage, et non l'inverse. On ne va pas se dire c'est pas possible. Non, ça sera possible parce que le droit l'exige. C'est ça la politique. C'est ça s'émanciper d'un raisonnement économiste. Alors,
Voilà une proposition qui est mise sur la table. Et le corollaire, c'est que le droit opposable à l'emploi, c'est évidemment un objectif politique. Ça sert à reconstituer les forces propulsives du salariat, à soustraire le salariat du chantage à l'emploi, à le soustraire des pressions matérielles qu'il subit en étant au chômage. Ça reconstitue le rapport des forces sociales contre les classes dirigeantes. La suppression, le démantèlement du marché du travail, c'est reconstituer les forces propulsives des luttes sociales contre les classes dirigeantes. Alors, après, on peut se dire, oui, d'accord, mais alors vous faites le même genre de discours abstrait. Non, ce n'est pas un discours abstrait. Il faut basculer le partage de la valeur ajoutée, il faut l'inverser. On a vu combien les classes dirigeantes avaient repris les choses en main avec la révolution conservatrice. Ils ont récupéré 10% de PIB. Ça veut dire quoi en termes financiers concrets? Ça veut dire 172 milliards d'euros. Voilà. C'est comme si tous les ans, 172 milliards d'euros passaient de la poche du travail au capital. Et donc, il faut, dans un premier temps, récupérer tous les ans ces 172 milliards pour aller, dans un deuxième temps, au-delà, évidemment. On ne va pas rester au statu quo. Alors, pourquoi faire? Eh bien, d'abord pour financer le droit opposable à l'emploi. Droit opposable à l'emploi, financer les salaires. Je donne un chiffre, 3 300 000 salaires à 40 000 euros, un peu moins de 40 000 euros par an chargés avec les cotisations sociales, ça fait 127 milliards d'euros. C'est-à-dire que l'inversion du partage de la valeur ajoutée permet de financer un salaire moyen, évidemment, de plusieurs millions de salariés. Alors la question qui se pose après, c'est pour faire quoi? Ils vont faire quoi ces gens? On peut payer, on sait qu'on peut payer. Mais ils vont faire quoi? Eh bien, ils vont travailler, concourir, participer à la transformation du mode de production. Ils vont être embauchés sur des activités essentiellement dans le secteur non marchand, non délocalisable, non polluant, dans les domaines essentiels de l'éducation, de la culture, du logement, des transports publics. Et il y a, dans ces différents domaines, de quoi répondre aux besoins individuels et sociaux. Bon, on peut là aussi évidemment débattre de la question. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de politique industrielle. Il faut une politique industrielle. Il faut réindustrialiser la France. Ça n'est pas contradictoire. Parce que s'il n'y avait pas cette politique de relocalisation, parce que la relocalisation, quand on dit il faut relocaliser les activités productives, c'est dans les deux sens. Il y a des activités qui doivent être localisées ailleurs qu'en France, mais il y en a d'autres qui doivent revenir en France, parce qu'on importe beaucoup trop de choses que l'on pourrait faire ici. Donc il y a une politique industrielle à redéfinir dans des conditions radicalement différentes. On n'est pas d'accord sur le fait de faire de la politique industrielle un sujet tabou. Non, il faut évoquer le sujet, mais si on ne l'évoque pas, on laisse le champ libre, finalement, aux classes dirigeantes qui vont développer leur façon de voir les choses. Et puis, je termine juste la conclusion. L'objectif, ça doit être d'affaiblir les classes dirigeantes. Tout doit converger pour affaiblir les classes dirigeantes. Et la meilleure façon d'affaiblir les classes dirigeantes, c'est de capter la propriété, c'est de nationaliser, de développer la propriété sociale, de modifier les conditions de la propriété. Or, on ne peut pas évoluer dans le sens d'une transformation du mode de production sans s'attaquer radicalement à la question de la propriété, supprimer, arracher la propriété des grands moyens de production
d'échange et de communication aux grands oligarques, aux oligarchies. Et donc, je termine sur les élections européennes. Eh bien, nous, voilà des éléments qu'on veut. On veut participer au front de gauche, par exemple, pour avancer dans cette perspective. Et voilà quelques-uns des éléments que l'on veut mettre dans la base politique qui serait souhaitable, selon nous, pour aller à la bataille des européennes. Merci.